Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mardi 21 juillet, les tensions militaires et diplomatiques dominent l'actualité, avec une escalade entre Washington et Téhéran. Au Canada, la nouvelle offensive tarifaire américaine bouscule les discussions commerciales et les provinces. Nous parlerons aussi d'avancées en recherche, d'inquiétudes pour l'Arctique et de plusieurs événements marquants à l'international. Géopolitique. Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran, prolongeant une campagne militaire reprise il y a près de 2 semaines. Le président Donald Trump a renouvelé ses menaces contre la République islamique, après la mort de 3 soldats américains durant la fin de semaine. L'Iran a affirmé avoir touché 2 navires dans le détroit d'Ormuz, un passage maritime clé pour le pétrole. Téhéran a aussi annoncé des frappes contre des cibles à Bahreïn et en Jordanie. Des alliés de l'Iran au Yémen ont déclaré vouloir fermer une autre grande route d'approvisionnement pétrolier en mer Rouge. Dans le même contexte de guerre, le département d'État américain a réduit ses effectifs dans la région du Golfe, après des attaques iraniennes contre des États du Golfe. Des centaines de diplomates américains se retrouvent désormais en attente, sans calendrier clair de retour à une activité normale. Des questions persistent sur la suite de l'escalade, alors que les hostilités augmentent et que l'incertitude s'étend à l'ensemble de la région. En Israël, le Parlement a été dissous, ouvrant la voie à des élections prévues en octobre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou aborde la campagne en faisant face à une contestation nationale liée à sa gestion des attaques du 7 octobre. Une crise constitutionnelle s'intensifie, avec un bras de fer entre le gouvernement et le pouvoir judiciaire. Des observateurs évoquent un risque accru de blocage institutionnel, au moment où la pression politique monte à l'approche du scrutin. Sur le dossier nucléaire iranien, des renseignements israéliens indiquent que l'Iran aurait déplacé des centrifugeuses vers un site souterrain à Natanz. Ce site est décrit comme situé sous la montagne dite Pickaxe Mountain, liée au complexe de Natanz. L'activité aurait impliqué le transport de milliers d'appareils sur plusieurs mois, selon ces évaluations. L'origine exacte des centrifugeuses reste incertaine dans ces informations. Donald Trump a déjà menacé de bombarder ce site, ce qui renforce la portée stratégique de ces mouvements présumés. Aux États-Unis, Ismael Zambada Garcia, surnommé El Mayo, a été condamné à la prison à vie par un tribunal fédéral à New York. Il est présenté comme cofondateur et dirigeant du cartel de Sinaloa, un des groupes criminels les plus violents du Mexique. La procédure a confirmé un trafic portant sur des centaines de tonnes de cocaïne sur plusieurs décennies. La peine prononcée est une prison à vie, sans libération conditionnelle, selon les informations rapportées sur le jugement. Cette condamnation marque un aboutissement judiciaire majeur dans un dossier transfrontalier entre le Mexique et les États-Unis. Canada. La Maison-Blanche annonce que Donald Trump imposera des droits de douane additionnels de 50% sur la plupart des produits canadiens. Washington présente cette décision comme une réponse aux mesures de représailles prises par le Canada contre des tarifs américains antérieurs. L'administration Trump affirme que le Canada discrimine des produits américains, notamment dans l'automobile, l'alcool et les produits laitiers. La surtaxe vise une liste étendue de marchandises, incluant notamment du vin, des bâtons de hockey et du ciment. Cette annonce survient alors que des discussions commerciales liées à l'ACUM se poursuivent, dans un climat plus tendu. Le Premier ministre Mark Carney s'est engagé à intensifier les pourparlers commerciaux après cette escalade. Cette nouvelle phase de la guerre commerciale augmente la pression sur les premiers ministres provinciaux réunis à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Plusieurs provinces ont retiré des alcools américains des magasins d'État, ce qui devient un point de friction supplémentaire. Les premiers ministres arrivent à leur rencontre estivale
avec la question de la riposte provinciale et de l'unité de la fédération. Le durcissement américain complique aussi la marge de manœuvre des provinces qui exportent davantage vers les États-Unis. Sur le front de la qualité de l'air, des alertes ont été émises au Canada à cause de fumée provenant d'incendies aux États-Unis. En Colombie-Britannique, des responsables ont diffusé une alerte samedi soir pour des conditions jugées enfumées. Cette fumée est associée à des feux au sud de la frontière, alimentés par des milliers d'éclairs dans le nord-est. L'épisode intervient quelques jours après des tensions politiques liées à la gestion des feux, dans un contexte déjà chargé entre Ottawa et Washington. En Colombie-Britannique, Enbridge a lancé la construction du Sunrise Expansion Program, une expulsion évaluée à 4 milliards de dollars. Le projet concerne le gazoduc West Coast Natural Gas, qui s'étend près de Chetwynd jusqu'à la frontière canado-américaine dans la vallée du Fraser. L'entreprise a officialisé le début des travaux, en présentant ce chantier comme une expansion structurante de son réseau. À Windsor et Détroit, le pont international Gordie Howe doit accueillir un événement vendredi pour des dignitaires locaux. Cette activité précède l'ouverture prévue lundi de ce lien routier attendu entre l'Ontario et le Michigan. Les invitations envoyées à des dignitaires signalent une étape protocolaire avant la mise en service du pont. Au Québec, la ministre Fréchette affirme qu'une entente sur Churchill Falls demeure possible. La première ministre du Québec doit rencontrer cette semaine son homologue de Terre-Neuve et Labrador. Le dossier vise les discussions entre Québec et St. John's autour de Churchill Falls, un enjeu énergétique et interprovincial de longue date. Science à Sherbrooke. Une équipe de recherche mène une mission ciblée pour piéger le cancer du cerveau. Les chercheurs ont développé un traitement qui a permis de guérir des rats durant la phase préclinique. Ce résultat se situe avant les étapes d'essai chez l'humain, mais il marque un jalon concret pour cette piste thérapeutique. Le travail met l'accent sur une stratégie de traitement conçue pour agir directement contre une tumeur au cerveau. L'enjeu est majeur, car les cancers du cerveau posent des difficultés particulières de traitement et de ciblage. L'équipe poursuit ses travaux en s'appuyant sur ces données précliniques obtenues chez l'animal. Dans l'industrie audiovisuelle, la série Fallout illustre la façon dont une science-fiction de jeux vidéo devient un univers matériel à grande échelle. La production s'appuie sur un vaste plateau au nord de Los Angeles pour fabriquer des décors et des costumes visant un réalisme maximal. Les équipes cherchent aussi la cohérence physique des créatures, avec une attention portée aux détails des monstres à l'écran. L'objectif est de rendre tangible un monde post-apocalyptique par des choix concrets de fabrication et de conception. Cette approche met en avant des méthodes de production qui transforment des concepts fictifs en objets, textures et environnements crédibles. Le résultat repose sur des décisions techniques de plateau, plutôt que sur une abstraction purement numérique. Climat. Les scientifiques constatent une reprise du déclin rapide de la banquise hivernale en Arctique. Après un ralentissement observé au début de la décennie, les 2 dernières années sont jugées préoccupantes pour la trajectoire future. La diminution de la glace de mer en hiver expose davantage l'Arctique à des changements durables, avec des conséquences concrètes sur l'environnement. Monde. En Espagne, l'équipe championne du monde a été accueillie par une foule estimée à près de 2 millions de personnes à Madrid. Les joueuses et le personnel d'encadrement ont aussi rencontré la famille royale, ainsi que le Premier ministre Pedro Sánchez. La parade a traversé les rues de la capitale dans une célébration massive du titre. Cette victoire a mis fin au règne de l'Argentine et de Lionel Messi, dans le tournoi évoqué comme une édition marquante. Des éléments de controverse ont aussi entouré la compétition, notamment des décisions d'arbitrage discutées. Des commentateurs ont présenté la performance de l'Espagne comme le résultat d'une supériorité tactique, plutôt que d'un concours de circonstances. Au Guyana, un traversier de passagers a chaviré au large, faisant au moins 27 morts. Les autorités recherchent encore
83 personnes portées disparues après l'accident. 69 passagers ont été secourus depuis le renversement du MV Barima, survenu samedi soir. Le navire effectuait la liaison entre Georgetown et la région intérieure de l'Essequibo. Le Premier ministre Mark Phillips a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la tragédie. Il a aussi exprimé l'espoir de retrouver d'autres survivants. En Inde, un mouvement de la génération Z, surnommé le Cockroach People's Party, a pris forme à partir de la satire. Le groupe se dit désormais sérieux et revendique des changements politiques concrets. Les militants réclament des mesures contre la corruption, dans un contexte de manque d'occasion pour les jeunes. Le choix du terme « cafard » est revendiqué comme une identité de marche et de mobilisation. Le mouvement met en avant l'idée d'une contestation portée par ceux qui se sentent exclus des opportunités. Son existence témoigne d'une politisation de nouveaux codes militants chez une partie de la jeunesse indienne. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 067 $ américains, en hausse de 1,1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 59 $ américains, en hausse de 4,2% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 66 190 en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,713 $ américains. JP Morgan figure parmi les banques qui doivent aider à financer un plan d'investissement japonais de 550 milliards de dollars aux États-Unis. Le montage vise des projets d'infrastructure à long terme sur le territoire américain, avec des besoins élevés en dollars américains. Des banques japonaises hésitent à participer car leur base de financement est en yens. Obtenir des dollars américains pour des projets massifs et de longue durée peut coûter cher à ces institutions. Cette contrainte monétaire pèse sur la structure du financement, même si le plan d'investissement reste annoncé à 550 milliards. Le recours à des banques internationales illustre l'ampleur des besoins et la complexité des devises dans ce type de projet. Au Japon, le cabinet a approuvé un plan directeur économique du gouvernement, avec une mention explicite de l'indépendance de la Banque centrale. Une formulation antérieure qui suggérait un affaiblissement de l'autonomie de la Banque du Japon a été réécrite dans la version finale. Le changement marque une correction politique dans le texte officiel. Le document final conserve donc une indication d'indépendance, plutôt qu'un signal de contrôle renforcé. Cette révision intervient au moment où l'orientation économique du pays demeure attentive aux attentes de stabilité institutionnelle. L'ajustement du libellé devient en lui-même une décision politique concrète dans la feuille de route approuvée. À savoir aujourd'hui, le 21 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont marché sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Le 21 juillet 1798, la bataille des Pyramides a opposé l'armée de Napoléon Bonaparte aux forces mameloukées près du Caire. C'était Actu Rémi. À très bientôt.